Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire. Pour ce premier numéro, nous recevons le secrétaire général et fondateur du Bloc des centristes Gaïndé, Jean-Paul Diaz. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, pour ce numéro, je vous laisse d'abord vous présenter brièvement. Bon, je crois que les uns et les autres me connaissent, peut-être sur la vie active d'adulte. Mais moi, je suis né à Dakar, j'ai grandi ici, au plateau, n'est-ce pas? Et comme je dis, mon royaume d'enfance, c'est les jardins de la cathédrale, la corniche, etc. Et j'ai été à l'école à 6 ans et demi. Il faut savoir qu'on m'a mis quand même au jardin d'enfants à 6 ans et demi, à Jeanne d'Arc. Mais je n'ai fait que les cours de vacances au jardin d'enfants. Et à la rentrée, on m'a fait passer, on m'a fait sauter une classe. Je crois que c'est le CI. On m'a fait, à l'époque, on disait je sais plus quoi, la 12e. On m'a fait, je suis passé en 11e. Donc j'ai sauté une classe. Et après Jeanne d'Arc, je crois 1 ou 2 ans après, on nous a transféré, tous les garçons, on nous a transférés à la cathédrale. Donc j'ai fait mon primaire à la cathédrale. Et j'ai fait par la suite mes études supérieures, toutes mes études secondaires plutôt, au Mariste. Et où c'était un brassage entre les Sénégalais que nous étions et les Blancs, les Français, n'est-ce pas? Donc c'est là-bas que j'ai été jusqu'en première. D'ailleurs, sur une photo que je vous laisse, Oui. vous pouvez me situer avec certaines personnalités comme l'abbé Jacques Sec, parce que les séminaristes venaient et suivaient leurs cours là-bas. Et puis même Jean-Michel Cassaous qu'on peut retrouver sur la photo. J'ai été avec André Sonko aussi, le ministre André Sonko, et etc. Il y en a d'autres aussi. Et après ça, je suis retourné encore à Jeanne d'Arc où j'ai fait ma terminale. Avec les filles cette fois-ci. Les filles qui venaient de Notre-Dame, les filles qui étaient de Jeanne d'Arc, et nous qui venions des Maristes. Et après, ça a été l'université, parce qu'il faut savoir que nous, dans notre temps, bon, on n'avait pas d'informations, nos parents n'avaient pas les informations sur les écoles qui pouvaient se faire en France, etc. On ne connaissait pas HEC, on ne connaissait pas Sciences Po, on ne connaissait pas Subdeco, on ne connaissait pas. Donc c'est de la fac, hein, il fallait aller à la fac, on a été à la fac. Mais moi, très tôt, j'ai bifurqué pour rentrer dans la vie active à travers l'administration. Et j'ai fait le CFPA, ce qu'on appelait à l'époque le CFPA, qui est l'équivalent du cycle B de l'ENAM. Et je suis devenu diplomate. Et j'ai terminé mes études en Tunisie où j'ai été affecté. Et je suis revenu pour faire l'ENA cette fois-ci. Donc, grosso modo, je dis toujours, et je maintiens ça, je suis fonctionnaire de formation. Je crois qu'il y a une rigueur dans la formation de la fonction publique. Il y a une certaine rigueur. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé après dans le privé. Je donne un exemple, c'est peut-être une anecdote. Quand je suis arrivé dans le privé, je me suis rendu compte que lorsque les lettres arrivaient, elles n'étaient même pas enregistrées. Lorsque les lettres sortaient, elles n'étaient pas enregistrées. C'est vrai que lorsque les lettres arrivent, ce n'est pas une grosse entreprise, ce n'est pas la Sonatel ou un truc comme ça, pas la Sénélec. Mais lorsque une lettre arrive, bon, peut-être vous aviez 3-4 lettres qui venaient par jour, les gens n'enregistraient pas. 3 ou 4 qui partaient par jour, les gens n'enregistraient pas. Mais je pense que le fait d'enregistrer une lettre, le fait d'enregistrer une lettre à l'arrivée comme au départ, ça permet de la retrouver facilement. Donc voilà, grosso modo, bon, par la suite, j'ai fait une carrière. J'ai été inspecteur du travail, donc j'ai fait une carrière. J'ai été inspecteur régional du travail à Kaolack.
C'était le Sine Saloum à l'époque. C'était la région de Kaolack et celle de Fatick, regroupée. Ensuite, je suis venu, j'ai continué ici. Je me suis retrouvé après à la présidence de la République. D'abord comme chargé de mission, puis conseiller technique, c'était sous Senghor, et directeur de service, j'étais le directeur de la Fondation nationale d'action sociale. Et c'est là que par la suite, bon, j'ai eu une brouille avec le secrétaire général de la présidence, qui était à l'époque Jean Collin. C'est quelqu'un qui ne supportait pas qu'on s'affirme en personnalité. Et comme moi, je suis comme je suis. Donc c'est ce qui a fait que quand on s'est brouillé, j'ai démissionné, j'ai quitté l'administration. Et ensuite, je suis rentré dans le privé. Et ce n'est que par la suite que je suis venu en politique. Je suis venu un peu tard d'ailleurs en politique. En politique. Je suis venu en politique autour de 40 ans. Donc voilà, grosso modo. Pour le reste, je crois que les gens savent. D'accord. Pour ce premier numéro de mémoire, nous parlerons de l'indépendance du Sénégal, proclamée dans le cadre de la Fédération du Mali le 20 juin 1960, de la première dévaluation du franc CFA intervenue en 1994, des élections de 1988 et celles de 1993, puis de vos arrestations en 1993 dans le cadre de l'affaire Maître Sey et pour enquête sur votre nationalité en 2006. Alors, parlons d'abord de l'indépendance du Sénégal, acquise avec le Soudan français d'alors actuel Mali le 20 juin 1960. Vous étiez devant l'Assemblée nationale lorsque le président Léopold Sédar Senghor l'a proclamé. Que retenez-vous de cet événement historique? J'étais un adolescent à l'indépendance, c'est pourquoi je m'amuse à dire que je suis plus âgé que l'État du Sénégal. J'avais un peu moins de 15 ans, j'étais à quelques mois de mes 15 ans. Et cette nuit-là, à minuit, Senghor est sorti sur le parvis qui donne sur la place, là, sur les pelouses, etc. Sur la place aussi. Senghor est sorti et il a proclamé l'indépendance du Sénégal dans le cadre, bien sûr, de la Fédération du Mali. J'étais là, j'ai vécu ça. Je dois dire d'ailleurs que j'ai vécu aussi pendant la période coloniale, en 1958, l'arrivée du général de Gaulle sur la place Protet, qui est devenue la place de l'indépendance. Je ne portais pas de pancarte, mais je crois que les porteurs de pancarte n'avaient pas plus de mérite que nous. Moi j'étais là, j'étais gosse, mais j'étais là. Et c'est-à-dire que c'était des événements tellement extraordinaires que quand ça se produisait, tout le plateau venait. Tous les jeunes du plateau venaient. Alors je me souviens de cette scène-là, au point que lorsque j'ai été nommé ministre et que je suis rentré à l'Assemblée nationale pour défendre mon budget, bien des années après, ça a été pour moi un moment de grande émotion. Ça a été pour moi un moment de grande émotion. Et donc nous sommes devenus indépendants, bon, avec tout ce que ça comporte, comme impréparation. La preuve, c'est que 2 mois après, au mois d'août, je crois, il y a eu une séparation d'avec le Soudan. Donc, le Sénégal que nous sommes... L'éclatement de la Fédération du Mali. L'éclatement de la Fédération du Mali. C'est nous qui nous sommes retirés de la Fédération du Mali. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Bon, à l'époque, il y avait eu, si vous voulez, je vous ai parlé de Senghor. C'est-à-dire les territoires, le Soudan, comme le Sénégal, avaient leur gouvernement. Parce qu'il y avait eu le transfert des compétences. La France avait transféré à ces territoires-là des compétences. Par exemple, tout ce qui devait être de l'ordre de l'éducation, de la santé, etc., de ceci, de cela, sauf la monnaie, les affaires étrangères et les forces armées, tout le reste revenait à ces territoires-là. Donc, nous, au Sénégal, on avait un gouvernement dont le patron était, le chef du gouvernement, était Mamadou Dia, n'est-ce pas? Il y avait le Mali aussi, enfin, le Soudan avait un gouvernement dont le patron était Modibo Keïta. Et il y avait une assemblée. L'assemblée, c'était l'assemblée fédérale. C'est pourquoi c'est Senghor qui est sorti pour proclamer l'indépendance, parce que c'était lui le président de l'assemblée fédérale. Voilà ce qui explique que Senghor n'était pas le chef de l'État du Sénégal. Et d'ailleurs au Mali même, je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, parce que je parle de Modibo, je me demande même si ce n'était pas quelqu'un d'autre qui était un certain Jean-Marie, ou j'oublie son nom, de famille, qui était le chef du gouvernement là-bas. Mais si c'est ça, qu'on m'excuse, parce que ça fait longtemps. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors maintenant, une fois que l'indépendance avait été proclamée, nous devions aller
vers des élections pour désigner le président de cette fédération, qui en quelque sorte allait être le président de la République, etc. Bon, des informations que moi j'ai pu recueillir, pas à cette époque parce que j'étais gosse, mais plus tard. Il semble que les Maliens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Maliens, étaient un peu gourmands, voulaient tout prendre pour eux. Il semble que même certains postes avaient déjà été trustés et qu'ils voulaient tout prendre pour eux. Et même s'ils devaient lâcher la présidence de cette fédération, ils étaient prêts à la lâcher en faveur de Lamine Gueye. Il faut savoir que Lamine Gueye est né chez eux. D'accord. Il est né au Mali. Au Mali. N'est-ce pas? Donc, ils étaient prêts à lâcher ça pour Lamine Gueye, mais ils se méfiaient de Senghor. Alors, du côté de Senghor, c'est toujours des entourages. Du côté de Senghor, donc du Sénégal, il y en avait d'autres qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Bon, c'est comme ça que, semble-t-il, ça a éclaté. Peut-être que des gens ont écrit des livres là-dessus, j'en suis convaincu. Des gens qui étaient des adultes de cette époque qui savent des choses mieux que moi. En tout cas, c'est un problème de rivalité dans le leadership qui a entraîné cet éclatement. Alors, il y a eu ça. Il y a eu ça en 60, en août 60. Mais c'est que 2 ans après, en 62, il y a eu encore l'affaire soi-disant du coup d'État de Mamadou Dia. Personnellement, je n'ai jamais pensé que Mamadou Dia avait fait un coup d'État. Je ne le crois toujours pas. Mais c'est un problème d'incompréhension interne à l'intérieur du parti de l'époque, de l'Union progressiste sénégalaise. Alors pourquoi on célèbre l'indépendance le 4 avril? Effectivement, ça aussi c'est une bonne question. Vous venez de révéler, enfin de rappeler que nous sommes devenus indépendants le 20 juin. Mais effectivement, lorsque nous nous sommes retirés, je pense que nous ne voulions plus conserver cette date du 20 juin comme date de l'indépendance. Nous ne pouvions pas non plus aussi retenir le mois, la date de la séparation, parce que c'était en août. Or en août il pleut. Alors si vous voulez fêter en plein... D'ailleurs la Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire est allée à l'indépendance au mois d'août. Mais c'est en décembre qu'elle s'est mise à fêter son indépendance. Alors cette date du 4 avril, c'est la date du transfert des compétences. C'est-à-dire, c'est la date où à Paris ont été signés des documents qui transféraient à chaque territoire, donc au Sénégal, les compétences au Sénégal. Donc, cette date est une date symbolique. Je pense que c'est une bonne date. En termes de symbole, moi je crois que c'est une bonne date. En tout cas, je la préfère au 20 juin ou au mois de 20 août. Donc c'est ça qui explique que nous fêtons l'indépendance le 4 avril. Vous faites partie de ceux qui pensent aussi que 1960 n'était pas le bon moment pour prendre l'indépendance. Pourquoi? C'est un sentiment que j'ai. Voyez-vous, lorsque je vois d'où nous sommes partis en 1960, où nous sommes arrivés 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, j'ai le sentiment, moi c'est quelque chose que je défends, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes allés à l'indépendance trop tôt. Pas nous seuls Sénégal, parce que nous au Sénégal, quand nous allions à l'indépendance quand même, nous avions certaines infrastructures. Le bout de l'autoroute qui part de Dakar jusqu'à la Padoue, nous l'avions. Nous l'avions. Autoroute des deux côtés. Je crois qu'il n'y avait aucun territoire qui l'avait. Nous avions le port, l'aéroport, l'Assemblée nationale, etc., etc. Nous avions des infrastructures. Bon, c'est vrai. Mais nous aurions pu aller plus loin et plus vite si, c'est mon point de vue, nous étions restés avec la France. Alors, évidemment, moi, j'étais un gosse. C'est vrai que les adultes, ceux qui à l'époque avaient 30 ans, 40 ans, 45 ans, quelqu'un comme mon père, par exemple, était favorable à l'indépendance. Mais il faut savoir que ces gens-là avaient été faire la guerre en 1939. Ils avaient vu la réalité des Toubabs. Ils avaient évolué aussi dans leur tête. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Ils ont vu des réalités sur place. C'est vrai que quand ils sont revenus, je ne parle même pas des étudiants, mais ces gens-là qui avaient été faire la guerre, quand ils sont revenus avec des idées émancipatrices. Ça, je le comprends. Mais je pense que si c'était à refaire, nous n'aurions pas dû le faire. Je pense que nous aurions dû, à la place de la loi cadre qui nous transférait ces compétences, je crois que nous aurions dû négocier un statut de département. C'est un point de vue. Et rester en département français peut-être pendant 15 ans, jusqu'en 1975. En 1975, négocier justement, cette fois-ci, prendre ses compétences. C'est-à-dire une sorte de format, un peu comme vit la Nouvelle-Calédonie ou autre, un format qui nous amène à gérer nos propres affaires.
Nous aurions eu l'apprentissage de gérer nos propres affaires. Nous aurions eu l'habitude de prendre d'adopter des comportements, n'est-ce pas? On ne l'a pas fait. Nous n'étions pas en mesure de le faire en Moi, 60. je pense que c'était trop tôt. Je pense que c'était trop tôt. On n'avait pas tout. Je vous donne le cas du Congo-Zaïre. À l'indépendance, en 1960, ils avaient un seul bachelier. Nous, on en avait, c'est vrai, mais ils avaient un seul bachelier. Donc l'Afrique n'était pas, je crois qu'elle n'était pas prête. Je peux comprendre, peut-être que si moi j'avais ces âges-là, 30 ans, 40 ans, je suis convaincu que peut-être j'aurais suivi le mouvement. Mais à la réflexion, si nous avions suivi ce cheminement-là, avec les Français, nous aurions développé notre territoire beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Nous aurions avancé. Je voudrais vous rappeler, enfin vous dire, que le projet de la revitalisation des vallées fossiles, c'est un projet à partir duquel il s'agit de prendre de l'eau du fleuve, de le faire rentrer dans les terres, suivant des circuits qui ont été fossilisés, mais des circuits où l'eau a existé, n'est-ce pas? Mais ça, c'est né des colons français. Ce n'est pas une idée qui est née après, que tout le monde a abandonné aujourd'hui, mais qu'il faut reprendre. Il ne faut pas rêver du pétrole et dire il n'y a que le pétrole. Ce projet-là, tôt ou tard, il faudra le reprendre. Prendre de l'eau dans le fleuve et l'intégrer dans le pays. N'est-ce pas? Ça, cette idée-là est une idée de la France coloniale. Comprenez? Et puis, peut-être aussi que je le dis, parce que moi je n'ai pas souffert, je ne me souviens pas, mais je n'ai pas souffert de discrimination, d'interdiction, de quoi que ce soit. Donc je ne peux pas dire que nous n'aurions pas pu faire un chemin plus long avec la France. Je crois qu'on aurait pu. Alors, nous avançons un peu pour parler cette fois-ci de la première dévaluation du franc CFA, dévalué de moitié en 1994, le 11 janvier précisément. Que retenez-vous de cet autre événement historique? Pour moi, c'est un moment de traumatisme, de grand traumatisme. Il faut savoir que moi, à cette époque-là, je venais de quitter, j'avais siégé auparavant, dans les années précédentes, j'avais siégé au Conseil des ministres de la zone franc. Oui. J'avais siégé au Conseil des ministres de l'UMOA. Mais je ne vois, et notre monnaie, le CFA, que nous avons ici en Afrique de l'Ouest, avait des caractéristiques macro-monétaires, mais respectables. Sur la couverture de notre monnaie, sur la garantie de notre monnaie, à travers le stock d'or que nous avions. On avait plus de 50 kilos ou 100 kilos de stock d'or, au moins 50 kilos de stock d'or. Nous avions des devises. Nous étions créditeurs au compte d'opération. Mais je ne vois pas ça ne se justifiait pas. C'est vrai qu'il y avait eu des dérapages dans la gestion des banques, etc. Machin, mais ça ne se justifie pas. Je me souviens d'une réunion que nous avions tenue à Paris, de la zone franc. Et lors de la réunion préparatoire, avant de rencontrer les Français, le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, M. Bani, nous dit que bon, maintenant il nous révèle que bon, dorénavant, il ne pourrait plus y avoir d'échange presque automatique entre les signes monétaires, les billets de l'Afrique centrale et les nôtres. Et que même pour nous, si nous devions changer, il y avait une décote. Mais moi je lui ai dit que ça c'est une dévaluation. Il m'a demandé, tout le monde, il m'a dit que non, j'ai maintenu, mort du cul, j'ai sorti le mot avant même qu'on ait pensé à la chose. J'ai dit, mais ça c'est une dévaluation. On nous interdit, nous les deux zones, d'échanger librement nos billets, parce que ça, c'est pas sorti de l'esprit des gens d'Afrique centrale, c'est faux. C'est les Toubabs qui leur ont mis ça dans la tête. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup des gens de l'Afrique de l'Ouest, des Maliens, des Sénégalais, et d'autres, des gens du Burkina dans ces coins-là, au Congo, Brazzaville, Cameroun, etc. C'est vrai que ces gens-là rapatriaient, mais ce passait par le circuit bancaire. Ce n'était pas de l'argent qui sortait de l'ensemble CFA. Donc, du jour au lendemain, ça a été interdit. Forcément, ça a commencé à passer par le marché noir. Oui. Et puis en plus, pour échanger, il y avait une décote. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est une dévaluation. Et on me dit, non, vous comprenez, quand vous avez des dollars, que vous allez à la banque changer vos dollars, il y a des commissions. Je suis d'accord. Mais nous, le système dans lequel on était, ce n'était pas prévu des commissions. Donc on a décidé des commissions. J'ai dit, mais ça c'est une décote. Si c'est une décote, c'est donc une dévaluation. Alors leur dévaluation, je l'ai vécu comme un traumatisme, même personnel. Même personnel. Moi, j'avais ma fille, mon aîné, qui était en France, qui faisait des études.
Il fallait envoyer de l'argent. Du jour au lendemain. Et puis on nous a menti. On nous a dit non, on dévalue de 50%. À l'arrivée, c'était 100%. Donc moi, j'étais obligé d'envoyer de l'argent, mais tout d'un coup, ça avait doublé. Oui. Enfin, il y a eu des trucs incroyables. Et tous les produits manufacturés que nous, Sénégal, parce que nous, on n'est pas très exportateurs. On n'est pas très exportateurs. Nous, surtout nous, les citadins, on a une habitude de consommation à l'européenne. Oui. Donc, on consomme tout de l'importation. Du coup, les prix ont doublé. Heureusement, ça on ne l'a jamais dit, mais heureusement il y avait un endroit qui s'appelait la Chine et qui commençait à faire des produits manufacturés, même si la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais on a pu acheter des meubles en Chine, acheter des choses en Chine, n'est-ce pas? Et tenir plus ou moins la route, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est un traumatisme, c'est un vol, et c'est pourquoi Et on a mis plus de 20 ans pour nous remettre de cette affaire. Plus de 20 ans. Et c'est pourquoi je suis totalement opposé à toute future dévaluation. Et je crois qu'il faut que nos États prennent l'initiative immédiatement de négocier pour qu'on se sépare sans hostilité. Mais si on a une nouvelle dévaluation, il n'y a plus de Chine. Hein? La Chine est rentrée dans le commerce international, dans les règles internationales. Il n'y a plus de Chine. D'ailleurs, vous voyez, même la Chine ouvre son marché maintenant aux importations venant de l'extérieur. Effectivement. Et la Turquie ne peut pas remplacer la Chine. Je vous dis, on mettra 50 ans, moi je ne serai plus vivant, mais on mettra 50 ans pour s'en relever. Pour nous remettre. Alors ça a été un traumatisme et c'était injuste. C'était injuste. Je vous dis, les caractéristiques que notre monnaie avait, a toujours d'ailleurs, ne justifiaient pas. Parce que la dévaluation, c'est quelque chose qui se fait, c'est un concept économique, c'est une posture économique. Ça se fait pour être plus compétitif. Par exemple, vous avez des produits, mettons, vous exportez, mettons, des ananas. Bon, vous exportez des arachides. Vous vendez votre arachide, par exemple, $10. Maintenant, mais ces $10, quand on va vous les payer, ça va faire, je donne un chiffre, hein, ça va faire, par exemple, 5 000 francs CFA. Mais vous avez besoin de 5 000 francs CFA pour vos paysans, pour les dépenses. Gérer vos dépenses, oui. Mais comme il y en a d'autres, mettons, le Nigeria a fait des arachides, donc vous concurrencez. Enfin, ils ne font plus aujourd'hui, mais ils en faisaient avant. Ils étaient plus grands producteurs que nous d'ailleurs. Ils vous concurrencent, donc vous voulez être toujours compétitif, vous allez dévaluer votre monnaie. Donc, on ne va plus vous payer $10, on va vous payer peut-être $9 ou $8, mais ça va vous faire toujours 5 000 francs CFA. Comprenez? Oui. Mais quand la personne de l'extérieur vous paye, c'est 8 ou $9. C'est ça la dévaluation. Pour qu'elle soit intelligente, elle doit être compétitive. Mais moi, j'ai vécu cette affaire comme une dévaluation sanction. Justement, quelles sont les raisons qu'avait avancé la France pour procéder à cette dévaluation? Mais c'était des prétextes. C'est vrai, comme je viens de vous le dire, il y avait des problèmes avec nos banques. Mais on avait fait tout un travail de restructuration. Il y avait tout un travail. On avait vécu les ajustements structurels. On s'était serré la ceinture. Mais pour la France, ça ne suffisait pas. Je pense qu'un jour, on révélera, peut-être même que c'est fait, je n'ai pas d'informations, peut-être qu'on révélera les vraies motivations, mais ce qui avait été avancé, c'était des prétextes. Des prétextes. Alors, nous entrons dans le chapitre. Et je maintiens qu'il ne faut pas qu'on revive ça. Nous entrons dans le chapitre politique pour parler de l'année 1988, année où le Sénégal a connu des élections entachées par de violentes manifestations qui avaient amené d'ailleurs les autorités de l'époque à décréter l'état d'urgence. Parlez-nous de ces élections. Mais avant de dire que les élections avaient été entachées de violentes manifestations, il faut dire que ces élections s'étaient déroulées dans une atmosphère d'irrégularité sans précédent. Sans précédent. Je pense que ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est un peu ce qui s'est passé là en 2017. Lors des législatives? Des législatives, n'importe quoi. Je vous donne un exemple, parce que vous ne le savez pas, ou certains l'ont oublié. Mais à cette époque-là, en 88, quand on venait voter, il n'y avait pas d'identification de l'électeur. Je pouvais venir avec la carte de Samba Fall, voter, avec la carte de n'importe qui, voter. On ne vérifiait pas ma carte d'identité. Au point qu'un journaliste de Jeune Afrique, d'ailleurs, a mis cette affaire en exergue. Monsieur Francis Patindé,
il est venu voter. Qui a pu voter, lui, oui. tout béninois qu'il soit, il est venu voter avec une carte de n'importe qui, n'est-ce pas? Peut-être qu'on a ramassé par terre, j'en sais rien. Et il a prouvé que l'affaire n'était pas fiable, Fiable. n'est-ce pas? Alors à l'époque, le ministre de la Justice, évidemment, Batindé l'a révélé quand il est parti à Paris, qu'il a fait son article dans Jeune Afrique, a pensé qu'il pouvait porter plainte contre lui, mais il était ridicule, n'est-ce pas? La preuve, c'est que vous avez tort. On met en exergue, on révèle le tort que vous avez, vous vous fâchez, vous dites que vous allez poursuivre. Il n'a jamais osé, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, ça a été mal organisé. Vous n'étiez pas tenu d'aller dans l'isoloir. Il faut savoir ça. Vous n'étiez pas tenu d'aller dans l'isoloir, etc., etc. Et forcément, fraude, des gens voté 10 fois, etc., etc. Donc, c'est ce qui a entraîné la réaction de la population. Et c'est pourquoi j'ai été déçu de voir la population passive en 2017. Je me suis dit, ils ont été maraboutés ou quoi, c'est pas possible, n'est-ce pas? Mais la population a réagi et elle a réagi comme un peuple doit Mais en réagir. 2017, quand même, les choses ont évolué un peu. Entre Côté cette fiabilité. époque-là et 2017, les Oui. choses ont évolué, mais vous avez vu que des gens n'avaient pas des cartes pour voter. Oui. Vous avez vu qu'il y avait des gens qui avaient des cartes, des femmes avec des photos d'hommes, des hommes avec des photos de femmes. Vous avez vu qu'il y avait des doublons, etc., etc. C'est-à-dire que 88, les événements de 88 se justifiaient par l'incurie du gouvernement, la fraude que le gouvernement de cette époque avait mise en place. Ça se justifiait. Le peuple a réagi. Bon, évidemment, quand il a réagi, par la suite, on a essayé de rattraper ça par la constitution d'un gouvernement commun. Avant par- cela, il y a eu l'arrestation de Abdoulaye Wade. Ah ben, alors, c'est vrai, il y a eu l'arrestation de Wade. Mais une arrestation complètement... Ça, c'est une arrestation digne de l'arrestation de Khalifa Sall. Wade avait appelé à ce qu'on manifeste. Je crois que c'était sur la place de l'Obélisque là, peut-être que ça avait un autre nom, je ne sais même plus, qu'on manifeste là, le lendemain, pour protester. Mais le soir, vers les 20h, alors que même entre-temps, il avait annulé. Je le dis parce que j'étais là assis dans le salon. Entre-temps, il avait annulé. Là, il faut lui rendre cette justice-là. Il avait annulé quoi? Il avait annulé la manifestation. La manifestation. Entre-temps, il avait annulé la manifestation. Parce que c'est des mots d'ordre qu'on lançait comme ça. Bon, il avait annulé la manifestation. On est venu à 20h l'arrêter. Les résultats ne sont même pas sortis. On est venu l'arrêter. N'est-ce pas? La gendarmerie ou la police, je ne sais plus. On est venu l'arrêter au point dans son salon. Et après, on est rentré dans un cycle de violence parce que là, la population n'a pas accepté. Et ça a été des voitures brûlées. Ça a été, c'était pas rien. Hein. C'était pas rien. Puis après, on l'a amené en jugement, un jugement ridicule. Où, à un moment donné, les avocats ont enlevé leur robe, ont quitté le prétoire. Tellement ils ont été dégoûtés. C'est vrai, on avait arrêté Wade. Oui. Et Ça, l'état c'est- d'urgence fut décrété. Alors, c'est quand il y a eu ces manifestations-là, des choses qui explosaient, des voitures qui brûlaient, des trucs. Abdou Diouf, dans son palais, il a paniqué. Il a paniqué. À l'époque, on ne parlait pas de terrorisme, mais il a paniqué. Et la France aussi en avait marre de voir le pays évoluer dans ce sens-là. Et c'est la France qui a imposé Donc il a été arrêté, soi-disant jugé, mais après, ça s'est terminé par une amnistie d'ailleurs. Oui, n'est-ce avec pas? sursis. Et une amnistie, Avant, et oui. il a continué sa carrière. Mais c'est des choses que le Sénégal a dépassées. Mais c'est ça qui s'était passé. Mais c'était tout à fait injuste. Et les jeunes, parce que ce n'étaient même pas des militants du PDS qui faisaient ça. Il y avait des militants du PDS. Le PDS était un parti de militants, était un parti de combattants. C'était des guerriers, bon, c'est normal. Bon. C'est ce qu'on appelait les années, une des années de Braise. Braise, oui. Parce que ça s'est poursuivi un peu. Bon. Mais beaucoup de gens, d'ailleurs après, sont venus militer au PDS, mais ils ont été écœurés et c'est cette Arrestation. situation-là qui les a fait venir au PDS. Après, ils ont fait carrière au PDS, la plupart d'entre eux. N'est-ce pas? Y compris Macky Sall, là, d'ailleurs. Il est venu à cette époque-là. Alors, de ce que nous en savons aussi, c'est suite à cette période sombre appelée année de Braise, comme vous venez de dire, que vous êtes devenu vraiment populaire. Quel rôle y aviez-vous joué exactement?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis devenu populaire parce que je ne peux pas l'expliquer moi-même parce que ça serait un peu narcissique peut-être. Mais j'essaye de... Vous me prenez comme ça de cours. Je suis devenu populaire parce que je n'étais pas un responsable de premier plan. Je n'étais pas membre de la direction du parti d'ailleurs. C'est lorsque Wade a été arrêté que Marcel Bassène, je rends hommage à Marcel Bassène, je salue sa mémoire, est venu, a repris le parti en main, parce qu'aussi il n'y avait pas que Wade qui était arrêté. Dans la lancée, oui. Beaucoup d'autres militants. Boubacar Sall a été arrêté, etc. Bon, Marcel est venu de Casamance, il a repris les choses en main, et il fallait qu'il étoffe le secrétariat national, et quelque part c'est lui qui m'a fait rentrer au secrétariat national. N'est-ce pas? Bien sûr, il a dû discuter avec Wade, et c'est lui qui m'a fait rentrer au secrétariat national. Donc moi, j'animais le journal Sopi. Le journal Sopi était un journal qu'on avait mis en place pour la campagne, mais uniquement pour la campagne. N'est-ce pas? Parce qu'on s'était rendu compte que le journal Le Soleil, qui était un des principaux journaux qui rendaient compte de la campagne, ne couvrait pas le leader correctement. Donc on a créé Sopi. Wade a fait créer Sopi. Et on a fait du bon travail. Et je voudrais d'ailleurs saluer tous les journalistes qui à l'époque ont travaillé avec nous, des jeunes qui venaient de sortir du CESTI et d'autres moins jeunes. On a mené le combat, franchement. Mais c'est que moi aussi, peut-être de façon téméraire, j'étais aussi sur le terrain. Bon, je ne dirais pas tout, mais j'étais aussi sur le terrain. Je sais que j'étais suivi par la police. J'étais suivi de très près par la police, n'est-ce pas? J'étais sur le terrain et je ne peux pas expliquer d'où est venue cette popularité-là. C'est vrai, elle a existé. Elle m'a poursuivi jusqu'au moment où j'ai été exclu du PDS. Pourquoi justement vous avez été exclu du PDS en 1993? J'ai été exclu en 1993, oui, effectivement. Oui, mais parce que, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, en politique, au Sénégal, la leçon que j'ai apprise, c'est que vos adversaires, vos ennemis, les pires, sont ceux qui sont avec vous à l'intérieur du parti. En face, vous avez quelques adversaires. Ou parfois, vous avez des gens qui ont de la sympathie pour vous, du respect pour vous. Mais ceux qui veulent vous voir mourir sont dans le parti avec vous. Vos camarades. Ça, ce sont vos ennemis. Qu'on les appelle camarades. Alors, quand on les appelle des frères, ça, c'est la fumisterie le summum de la fumisterie. Mais c'est ça la vérité. Donc, il y avait des jalousies. Et donc, des gens, dont vous avez parlé de cette popularité montante, n'est-ce pas? Il faut savoir que le principal combat, c'est Dakar qui l'avait mené. Le principal combat, c'est Dakar qui l'avait mené. En 93, c'est Dakar qui l'avait mené. Et moi, en 93, nous ne sommes plus en 88. Oui. En 93, je suis le responsable départemental du PDS et je suis le responsable régional du PDS. Il faut savoir ça. Et Dakar, quand nous sommes allés à la présidentielle, on a gagné Dakar. Wade avait gagné Dakar. Il faut savoir ça. Et lorsque nous sommes arrivés aux législatives, bon, ça serait trop long d'expliquer. Je n'ai pas été retenu comme candidat parce que je n'ai pas accepté ce que Wade voulait. Je n'ai pas été retenu comme candidat. Qu'est-ce que Wade voulait? Ça serait trop long à expliquer. L'émission, ça serait trop long. Non, il voulait que je vienne sur la liste nationale. Moi, je voulais aller au département. J'étais le responsable. Et quand j'ai accepté quand même de céder, de venir sur la liste nationale, il a voulu me mettre derrière quelqu'un qui n'était qu'un militant dans une fédération. Ah, franchement, ça, je ne pouvais pas l'accepter, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu des magouilles en dessous, etc. Donc, on ne s'est pas entendu. Et ensuite, bon, ça a explosé entre nous. Et les élections, ensuite, ils ont organisé, après les législatives, ils ont voulu organiser une marche, n'est-ce pas? Des députés. Moi, n'étant pas député, je ne suis pas venu. D'accord. Wade me dit, tu n'es pas venu, donc tu as livré les militants à la vindicte policière, etc. Et il a monté toute une cabale pour m'exclure du PDS. Vous serez à nouveau arrêté en 1993. Oui, j'ai été arrêté après l'affaire de Maître C, l'assassinat de Maître C, justement dans le même esprit. Comme Maître C a été assassiné, soi-disant par des éléments du PDS, ce n'est pas possible que moi, j'ai incarné en quelque sorte, toute modestie mise à part, l'aile dure du PDS. Donc ce n'est pas possible que ça se fasse sans que moi je le sache. Or ça s'est fait, moi je ne le savais pas.
Parce que moi, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Vous ne savez rien de cette affaire. Je ne savais rien du tout. C'est tombé du ciel. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas? J'étais si naïf que, tellement je ne savais pas ce qui s'est passé, que ce jour-là, après avoir été en ville, j'étais en ville quand j'ai eu l'information. En rentrant, je suis rentré, j'allais chez Watt, je suis passé par le boulevard des Ambassadeurs. Naïvement, je suis passé par là. N'est-ce pas? Je ne savais pas du tout que ça s'était passé là, soi-disant. Et je suis allé chez Watt comme ça. Alors le lendemain, j'ai été arrêté. J'ai été le premier à avoir été arrêté d'ailleurs. N'est-ce pas? Et j'ai été dégoûté par cette affaire parce que c'était tout à fait injuste. Bon, j'ai été pour rien du tout. On m'a amené à Tchonk et c'est après qu'on a amené Wade et puis les autres, etc. Et vous êtes convaincu que Wade avait gagné ces élections-là? Je ne suis pas convaincu que Wade avait gagné les élections de 93. J'affirme que Abdou Diouf n'a pas gagné le premier tour et que Wade l'a mis en ballottage. D'ailleurs, il y a un magistrat qui est haut magistrat aujourd'hui, il est toujours en activité. S'il m'écoute, si on lui rapporte, il se reconnaîtra. Ce magistrat m'a dit, aujourd'hui c'est un haut magistrat, il m'a dit un jour que, je crois qu'il avait fait partie de la commission nationale ou je ne sais pas quoi, qu'en fait il y avait eu ballottage. Dès le premier tour. Oh, Wade Diouf n'a pas gagné au premier tour, qui a eu ballottage. Donc Abdoulaye Wade avait mis Abdou Diouf en ballottage au premier tour. Je dis, mais ce que tu me dis là, c'est scandaleux. Je dis, je comprends que tu ne le dises pas aujourd'hui, mais j'espère que quand tu iras à la retraite, parce qu'il n'est pas encore à la retraite, quand tu iras à la retraite, tu l'écriras ou tu le diras dans les journaux. Il faudra dire ce que je suis en train de dire là. Donc vous voyez comment 93 aussi, c'est une année sœur de 88. Vous vous rendez compte, Wade avait mis Diouf en ballottage, et si on était allé au deuxième tour, Wade gagnait. Moi, ce que j'ai vu en 93, déjà ce que j'ai vu en 88, ce que j'ai vu en 93, parce que je ne faisais pas tout le circuit avec Wade, mais de temps en temps, j'allais le rejoindre dans telle localité, telle localité, telle localité. J'animais surtout Dakar. Mais moi, il y a des choses que j'ai vues, quand on a dit qu'on n'a pas gagné, j'ai dit, c'est pas possible. Pas possible. Alors, la vérité, c'est qu'en 1993, Abdou Diouf n'a pas gagné au premier tour, Abdoulaye Wade l'avait mis en ballottage. Ça, c'est une vérité historique. Et je souhaite que le magistrat qui me l'a dit respecte son serment un jour et qu'il confirme les mots que je suis en train de tenir, les propos que je suis en train de tenir actuellement. Ce même Abdoulaye Wade, vous pensez qu'il vous a fait arrêter en 2006 lorsqu'il s'est agi d'enquêter sur votre nationalité? Non, mais ça, c'est un scandale. C'est-à-dire que lui aussi, une fois arrivé au pouvoir, il a donné dans des dérives incompréhensibles. Wade m'a fait arrêter parce qu'à cette époque-là, il y avait un rapprochement entre moi et Idrissa Seck. Alors, il s'est dit, ces deux-là, associés, forcément, ça fera mal. D'abord, Idrissa Seck a les moyens financiers et il a une certaine légitimité PDS aussi. Jean-Paul a le courage physique et il a la légitimité PDS. S'ils se mettent ensemble, ils vont faire mal. Alors, il a regardé, comme il ne pouvait pas remettre Idrissa Seck en prison parce qu'il venait de sortir, il se dit, bon, il faut casser ce binôme-là. Et comme ça, un matin, alors qu'il ne faut pas oublier qu'avant cette affaire de 2006, il y avait eu la course-poursuite suite à l'affaire du Vendredi Saint, Oui. où on m'a mis en prison. Arrêté à C'est la le cathédrale. régime de Wade qui m'a arrêté à la cathédrale. Ils ne m'ont pas arrêté dans la cathédrale. Oui. Dès que je suis sorti, ils se sont mis à me poursuivre. N'est-ce pas? C'est l'actuel ambassadeur du Sénégal au Mali, pour qui j'ai aucune considération d'ailleurs, qui était chargé de la DIC et qui s'est mis à faire ça. N'est-ce pas? Avec un ministre de l'Intérieur de l'époque que je méprise. N'est-ce pas? Parce que moi, je ne lui aurais pas fait ça. N'est-ce pas? Donc je ne le cite pas. Ils ont fait vos recherches, vous saurez qui c'est. Je le méprise. Ils ont concocté le truc. Vous vous rendez compte, le vendredi saint, on me convoque à la DIC. Quand le gars de la DIC est venu m'amener la convocation chez moi, je lui ai dit, je ne viens pas. On ne vous aurait pas convoqué, vous, le jour de la Korité ou de la Tabaski. Vous ne pouvez pas me convoquer le vendredi saint. À 15h, je serai en train d'adorer Jésus-Christ, pas à venir à votre convocation. Mais comme c'est un homme sans culture,
Bon, il ne sait même pas qu'est-ce que ça signifie. Il s'est mis à me poursuivre. Donc finalement, ils m'ont arrêté quand je suis sorti. On a poursuivi ma voiture, on m'a arrêté vers le relais et on m'a amené en prison. N'est-ce pas? Mais comme il y avait eu des réactions immédiatement, à l'international, ça avait réagi. Je le révèle aujourd'hui, le Vatican a réagi. Automatiquement, la France a réagi. Ils ont eu peur. Vous vous rendez compte? Vous me voyez, moi, policier ou ministre de l'Intérieur, aller arrêter quelqu'un qui rentre dans une mosquée ou qui sort de la mosquée ou qui me dit, moi, je dois aller prier à la mosquée. Je lui dis, non, 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 laisse ta prière et viens me répondre. Je ne le fais pas. Alors, on m'a arrêté. On m'a libéré dans la nuit, sur pression, bien sûr. Pression venue de partout. Sur pression. En me convoquant pour 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, je suis venu, on m'a mis en prison. Bon, je suis allé en prison. Là aussi, je suis tombé sur de très bons avocats, que je salue la mémoire de maître Moustapha Diop, n'est-ce pas, un très bon avocat, pénaliste de qualité. Je remercie maître Aïssata Tall Sall et Cheikh Kouressiba et d'autres qui étaient là, maître Djibi Diallo. Et pourquoi aviez-vous présenté vos excuses à la barre? Si vous non, c'est pas ça. Ça c'est d'abord au mois d'avril. Oui. Ce qui s'est passé au mois d'avril. Oui. Donc, on m'amène en prison. Et ces avocats expliquent aux jeunes juges d'instruction qui étaient là que cette histoire d'article 80, ça ne tenait pas debout. Et ils l'ont convaincu. Ils lui ont fait un cours de droit. Actuellement, il est retourné, je crois même qu'il est revenu dans l'instruction au Sénégal, à Dakar, n'est-ce pas? Ils lui ont fait un cours de droit. Il dit, ah bon, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est raison, mais Mandal. Vous avez raison, mais Mandal. Rebeuss rek. Comme ça que je suis allé à Rebeuss. Moi, je suis allé à Rebeuss, je me suis couché. Je n'ai jamais dormi autant que quand j'étais à Rebeuss. Vous avez bien récupéré. J'étais à Rebeuss, donc. Et, bon, moi, j'étais là. Au bout d'un mois, j'ai interdit à mes avocats de demander la liberté provisoire. J'ai interdit à mes avocats de faire quelque action. En dehors d'une liberté d'office, j'ai interdit à mes avocats de... Eh bien, c'est ce juge-là, n'est-ce pas, dont je ne citerai pas le nom tellement il ne m'intéresse pas, n'est-ce pas, qui de lui-même a fait une liberté provisoire, n'est-ce pas, ou je ne sais même plus quoi, je suis sorti. Alors, nous sommes au mois d'avril. On arrive au mois d'août, on me convoque de la même façon. Je suis chez moi, je revenais de rendre visite à la petite sœur de ma mère qui était âgée, qui était malade, qui n'était pas bien, n'est-ce pas? Et je suis rentré vraiment très préoccupé. Convocation DIC. Convocation de la DIC. Après, les journalistes me téléphonent, oui. Des journaux, me disent non, il ne s'agit pas de vous. En fait, c'est votre suite qu'on cherche. Alors là, j'ai pété les plombs complètement. J'ai insulté Wade, président de la République. J'ai insulté le procureur qui maintenant est mort. Je les ai tous mis dans le même sac. Je les ai insultés proprement. Voilà. Et après, quand on m'a amené là-bas, c'était pourquoi? Pour dire que je n'étais pas sénégalais. Mais enfin, un truc complètement ubuesque. Ubuesque. Je dis, mais vous les policiers là, dites à ce procureur qui vous dit d'agir, s'il ne sait pas qui je suis. Moi, je ne suis pas un anonyme. Comment je peux avoir été ministre dans le gouvernement? Ça même, on peut être ministre sans être sénégalais. Ça, c'est vrai. Je dois signaler, oui. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à propos de l'indépendance. Quand on est arrivé à l'indépendance en 1960, jusqu'en février, à fin février 1961, aucun ministre du Sénégal n'était sénégalais. Ils étaient tous français. Parce que le code de la nationalité est intervenu en mars-avril 1961. Donc vous voyez, donc, on peut être ministre sans être sénégalais, c'est vrai. Mais comment moi je suis rentré à l'école nationale d'administration sans être sénégalais? On vous demande un certificat de nationalité. Comment je peux monter un parti politique sans être sénégalais? Il y a une enquête. Comment je peux avoir été député, avoir fait toute une carrière sans être sénégalais? Sénégalais, c'est un lien juridique. Ce n'est pas être Wolof ou être Djola ou être tout couleur. C'est un lien juridique, c'est tout. Voilà. Alors donc, ça, voilà la raison. Je les ai insultés, mais je reconnais que dans la posture que j'avais, sociale, je ne devais pas le faire. Et c'est pourquoi, lorsque à la barre, Maître Aïssata Tall m'a demandé de m'excuser, je l'ai fait, pas parce que j'avais peur de rien du tout. Oui. D'ailleurs, Barthélemy, lui, après, quand on lui a dit de s'excuser, il a refusé, parce qu'il les avait insultés pareil,
n'est-ce pas? Mais moi, parce que c'était moi, je ne devais pas le dire publiquement. Et vous n'avez pas aimé aussi la façon dont vous avez été arrêté? Alors j'ai été arrêté sauvagement. 6 heures du matin, on casse ma porte, on blesse ma femme au sang, on me prend avec un vieux pantalon, avec un tricot de corps, avec des babouches, enfin des trucs de sauvage. Ça, je ne le pardonne ni à Wade ni à son régime. Je ne le pardonne pas. Alors, nous en arrivons à la dernière manche de ce numéro de mémoire. C'est pour parler actualité. Je vous laisse parler brièvement du troisième mandat, de la question du troisième mandat du président Macky Sall, évoquée il y a quelque temps. Écoutez, on aurait pu faire même une émission dessus, hein, ce cas-là aussi. Mais rapidement, quand Macky Sall dit que... Il faut bien, Macky Sall c'est quelqu'un qui parle bien français. C'est un scientifique, mais il a des aspects de littéraire. Il parle bien français, des éléments de littéraire. Quand cette affaire a été montée en épingle, il dit « J'étais sur une logique de faire 2 mandats. » J'étais. Ça c'est le passé. Ça veut dire aujourd'hui je ne le suis plus. C'est comme ça que vous l'entendez. C'est comme ça que je l'entends. Et il a dit, en disant ça, ça veut dire ce gars qui a soulevé ce truc, c'est pas un type intelligent, puisque moi-même j'y pensais. Voilà. En fait, Macky Sall pense à un 3e mandat. La preuve, c'est que moi, on m'a révélé. Il ne l'a pas fait avec moi, mais il l'a fait avec d'autres. Dès qu'il a été élu, il parlait déjà de 2e mandat. Il y a des gens qui sont là, à qui il a parlé, dès cette époque-là, de réélection. On est au mois de mars. Avril, il parlait de réélection. Voilà. Donc, de la même façon, si vous prenez le mandat, si jamais il gagne en 2019, son mandat se termine en 2024. Mais 2024, c'est le moment, à partir de 2022, par là, on commence l'exploitation du pétrole, l'histoire du gaz. C'est que le décollage, c'est que le début. On n'a pas la vitesse de croisière. La vitesse de croisière, c'est bien plus tard. Alors je crois que ne voudra pas partir. Pour des histoires d'argent, d'enrichissement, il ne voudra pas partir. C'est un point de vue et c'est l'avenir qui nous On verra. Dira. Merci Jean-Paul Diaz, c'est la fin de cette émission Mémoire. Eh bien, moi je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité et d'avoir fait de moi le premier invité de votre émission. Je lui souhaite du succès. J'ai été parfois premier invité de certaines émissions qui sont devenues aujourd'hui des émissions à grand succès. Comme Grand Jury, j'ai été le premier invité de Grand Jury, donc il y en a eu d'autres aussi. Je souhaite que vous ayez un grand succès, que vous invitiez des gens qui nous éclairent aussi, et qui vous éclairent, vous les plus jeunes, sur certains points, selon leur lecture, n'est-ce pas? Selon leur lecture, je pense qu'il y a d'autres aspects de la vie que nous devrions préciser. Je vous disais tout à l'heure que nous aurions dû attendre un peu plus tard pour aller à l'indépendance. Il faut savoir, par exemple, que lorsque nous sommes devenus indépendants, qu'on s'est séparés de tout ça, de toute la fédération du Mali et même de l'AOF, nous avons été obligés de rembourser à tous les territoires là une quote-part sur l'Assemblée nationale qui nous est restée. Ouais. Il y a donc des choses comme ça qu'il faudra peut-être éclaircir. Et je souhaite avoir apporté modestement l'éclairage que les uns et les autres peuvent espérer. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Mémoire. Merci chers téléspectateurs, c'était donc votre émission Mémoire. On se retrouve très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité bien sûr. Et merci aussi à toute l'équipe technique. Merci également à la direction de la place du souvenir africain. À bientôt sur cette même chaîne.